Mandela, tout sur le Congo en anglais. Bonjour Monsieur Vital Kamere. Bonjour. Comment se passe votre séjour au Canada jusque-là? Très bien, je suis agréablement surpris par mes compatriotes. Surpris peut-être, j'exagère, puisque j'ai toujours été bien accueilli au Canada. J'ai été très bien accueilli par mes compatriotes et tous les contacts que j'ai eu aussi avec les Canadiens se passent très bien. Donc mon séjour jusque-là se passe très bien et je suis très content. Quelle est la raison de votre visite au Canada? Je suis venu présenter mon livre aux compatriotes congolais, d'une manière générale et de façon particulière aux membres de l'Union pour la nation congolaise. Quand j'avais commencé à écrire ce livre, j'avais dit que le jour où je l'achèverai et à sa publication, je m'arrangerai pour venir le présenter à mes compatriotes du Canada qui m'avaient inspiré le jour où j'avais été confronté au public de la diaspora congolaise du Canada. C'était un grand baptême de feu dans l'amphithéâtre de l'UQAM avec Bernard de Rome, et j'avais été beaucoup inspiré par les questions qui avaient été soulevées à cette occasion par mes compatriotes. Et je dois les rendre cette fière chandelle pour dire qu'ils m'ont inspiré. Je suis leur compatriote, leur semblable. J'ai essayé d'avoir une vision, un rêve pour notre pays. J'ai essayé dans ce livre de présenter notre carte de visite de notre pays pour montrer que notre pays a encore tous les atouts indéniables pour se relever, et avec lui l'Afrique et notre pays peut être une réponse à beaucoup de défis qui se posent aujourd'hui à l'humanité, mais pourvu que nous les politiciens nous prenions la décision aujourd'hui et maintenant de nous repentir, de dire plus jamais les désastres, plus jamais les pillages, plus jamais hypothéquer nos richesses, plus jamais nous enrichir sur le dos de la population, et dire à l'exemple de Jésus-Christ que nous serons des serviteurs de ce peuple. Si nous avons un leadership responsable qui incarne cette nouvelle vision du Congo, le Congo qui est un grand colosse au cœur de l'Afrique, cet éléphant couché mais dont les membres ne sont pas complètement brisés, comme je l'avais dit à plusieurs reprises, le Congo va se lever, il va marcher. Silma, ça fait 9 voisins qui marchent, ça fait l'Afrique centrale qui relève la tête, et nous devons être conscients de notre destin. C'est notre vocation d'être une puissance au cœur de l'Afrique. Ces rêves du Congo, je voudrais que nous en partagions la foi, puisque c'est une véritable profession de foi, et que cela devienne réalité. J'y crois fermement. Donc, votre livre parle de votre vision pour le Congo? Mon livre, le titre exact, c'est « Les fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo ». Et j'ai dit en sous-titre « La République démocratique du Congo, terre d'espoir pour l'humanité ». C'est une vision pour le Congo, mais avant cela, j'ai essayé de présenter la déliquescence de notre pays à travers son histoire économique ou son histoire tout court. J'ai essayé de comparer notre pays à un autre pays de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire le Brésil, qui à tout point de vue, toute proportion gardée, a les mêmes similitudes étonnantes que la République démocratique du Congo. Et nous disons, si le Brésil s'est relevé très rapidement, et si l'ordre est revenu dans ce pays, un état de droit, même si nul n'est parfait sous le soleil, nous disons donc le Congo peut aussi très rapidement se relever, parce que j'ai essayé de comparer. C'est comme si Dieu avait créé les deux pays le même jour. Ils ont la première forêt, nous avons la deuxième forêt, donc nous pouvons jouer un rôle dans les cas du réchauffement climatique. Et nous, c'est 280 millions d'hectares de forêt, et c'est près de 800 millions d'hectares de forêt. Nous disons ils ont le premier fleuve, et c'est en termes de longueur et de quantité d'eau, mais nous, c'est le deuxième en termes de quantité d'eau. Et le troisième, je crois, en termes de longueur. Donc, Dieu n'a pas fait tout ça au hasard. Ce fleuve Congo qui quitte le Katanga et qui traverse toutes les provinces presque du pays et qui va se jeter dans la mer pour devenir les eaux salées, inutilisables pour des besoins domestiques et d'agriculture, alors que personne ne les capte. Au même moment, on n'a pas d'eau dans nos villages et dans les villes que ce fleuve traverse. On n'a pas de poissons, c'est quand même un paradoxe que nous devons résoudre. Nous avons au Congo aussi, nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique, c'est connu de tout le monde, et le Brésil c'est les châteaux d'eau de l'Amérique latine. Nous disons le Congo, nous sommes la deuxième réserve en termes de terres arables pour le monde entier. Nous avons la même superficie cultivable des terres arables que la Chine, c'est-à-dire 120 millions d'hectares, dont 80 millions d'hectares
accessibles et 40 millions irrigables. Donc le Congo, il a été démontré que si nous utilisons les mêmes intrants que la Belgique, l'Afrique du Sud, le Canada ou la France, le Congo peut produire pour 2 milliards d'individus. Quel gâchis! Mais nous sommes incapables de nourrir même 20% de notre population. Tout est importé chez nous, alors qu'en 1960, quand on dit aux Congolais que nous étions au même niveau que le Canada, ça fait rire beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Le Congo, c'était un paradis que nous avons transformé en enfer. Donc nous vivons au Congo en enfer au paradis. Et donc nous pouvons encore de nouveau recréer ce petit paradis. Nous disons le Congo aussi, c'est une grande réserve énergétique en termes d'énergie propre, non polluante et renouvelable. Inga, lui seul, c'est le pôle intégrateur dans le cas d'INEPAD. Dans le cas de l'électrification et l'industrialisation de l'Afrique, nous disons le Congo, c'est un scandale géologique. Vous avez plus de 110 substances minérales au Congo et nous manquons seulement la politique et la volonté pour que ces minéraux profitent aux fils et aux filles du Congo. Au lieu que ces minéraux nous profitent, ça devient une véritable malédiction pour nous. Parce que si je vous convie à un voyage à Tchikapa, vous allez voir, les gens prennent des minéraux et laissent les érosions derrière eux. Vous allez à Mbujimaï, la Miba, on l'a complètement désossée, elle est devenue squelettique, même les gisements ont été vendus et on laisse les érosions aux enfants du Kasaï oriental. Si je vous conviens un voyage au Katanga, c'est la même chose, on prend du cuivre, on laisse les érosions derrière. Là j'ai mis cette vache à lait, on l'a trait, on l'a complètement, complètement trait et donc... puisqu'on ne lui a pas donné du fourrage, la vache a fini par mourir. On a même vendu les pâturages sous forme de gisements qu'on vend à tout le monde à vil prix et de façon inappropriée parce que nous n'avons pas de politique en la matière. Comment expliquer qu'aujourd'hui, les pays limitrophes du Congo de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, sont devenus exportateurs de matières premières du Kivu et de la province orientale dont ils ne justifient pas les gisements dans leur propre pays. Et ces minéraux-là, on les exploite, on laisse 10 sang derrière et on laisse les filles, les femmes, les mamans et les enfants violés. Chaque jour qui passe, 48 femmes par heure sont violées à l'est du Congo, 1152 femmes par jour sont violées à l'est du Congo. Un drame humanitaire et nous devons nous lever tous pour dire qu'il s'agit d'un véritable génocide contre la femme. Et là donc nous devons instaurer une cour spéciale, mixte, internationale pour s'attaquer à ces crimes contre l'humanité. Donc notre pays, au niveau de la vision, c'est un petit paradis et les atouts sont encore indéniables et intacts. Et donc le Congo, il suffit de le vouloir, peut redevenir cette puissance qu'il fuit aux années 60, puisque les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir en vacances à Likasi, se faire soigner à Mpanda à Likasi, et venir en vacances à Bukavu. Léopoldville, c'était l'attraction de tous les étudiants de l'Afrique qui étudiaient à Paris, à Bruxelles. Je me souviens encore, un vieux à moi, ancien Premier ministre togolais, dont j'étais le nom, avait dit qu'avant de rentrer chez lui, chaque fois qu'il allait en vacances, il passait par Kinshasa. Et un ami à moi qui fut ministre de l'information au Congo-Brazzaville aussi m'avait dit que son grand frère lui disait, chaque fois quand il rentrait, il passait par Kinshasa et il faisait croire à tout le monde qu'il vient de l'Europe. Et puisque Kinshasa, on appelait ça le Léopoldville Poto-Moïndo. Donc tout ça, nous pouvons le faire, il suffit de le vouloir. Ok, mais votre vision est très bonne, mais comment comptez-vous mettre fin à cette mentalité de vol dans l'administration? Il faut s'attaquer à la question cruciale de la refondation de l'État. Il faut le rétablissement d'un État de droit chez nous, ce qui suppose que nous devons nous attaquer à la question de l'armée. Il faut mettre en place une armée républicaine, pas une armée dépotoir de tous les enfants bandits ou des groupes armés, non. Une armée où on redéfinit les standards, le nombre de militaires que nous voulons avoir compte tenu de la menace du territoire, des militaires et ses conditions sociales, c'est-à-dire sa solde. Nous pouvons nous dire, par exemple, le dernier militaire peut toucher $500. Est-ce que c'est impossible? Nous disons c'est possible. Et nous disons il faut lui construire des casernes. Parce que c'est militaire. Caserné, il a l'école pour ses enfants là-bas. Il a le centre social pour sa femme là-bas. Et il a le centre de santé dans le camp. Et quand il sort, il ne sort que pour des raisons bien justifiées et il sort en tenue civile avec un papier d'autorisation de sortie. Et on n'a plus de camps militaires dans la ville, les camps militaires sont en dehors de la ville pour bien garder nos villes. Nous disons, le même exercice doit être fait pour la police.
Si nous voulons la sécurité, il nous faut une police qui est prise en charge, et qui est professionnelle et qui est bien équipée. Nous disons nous devons réformer le système judiciaire, puisqu'un état de droit sans justice, ça ne sert à rien du tout. Il nous faut réhabiliter l'administration publique, il nous faut réhabiliter notre diplomatie et nous attaquer résolument aux problèmes de corruption et d'autres antivaleurs par l'instauration de la sanction, et la chose sera entendue. Mais je vous ai toujours dit que le poisson commence par courir par la tête. C'est un nouveau leadership qu'il faut instaurer dans le pays et tout le reste suivra. Ok, vous faites plusieurs voyages dans plusieurs pays, en Europe comme en Amérique, mais les Congolais de la diaspora ne votent pas. Pourquoi tous ces voyages? Les Congolais de la diaspora ne votent pas, c'est dommage, nous le déplorons tous, mais les Congolais de la diaspora, c'est un grand leader, parce que c'est lui qui survient encore aux besoins de nombreuses familles restées au Congo dans l'état de dénuement total. Les Congolais de la diaspora représentent une élite confirmée parce que formée. Et nous avons ici des professeurs d'université, nous avons des chercheurs dans le domaine spatial, nous avons des gens qui travaillent chez Bombardier, vous le savez très bien. Nous avons des Congolais qui font la fierté du Congo dans beaucoup de domaines et qui ont pris la nationalité canadienne, et d'autres sont devenus sud-africains, d'autres belges, d'autres français. Donc ça signifie que nous sommes venus dire à tous ces Congolais-là que nous allons recréer les conditions dans notre pays qui vont faire en sorte que les mouvements inverses puissent s'amorcer, qui viennent, dans le cadre de l'Union sacrée des intelligences du Congo, reconstruire, rebâtir leur pays avec l'Union pour la nation congolaise. Si l'UNC gagnait les élections en 2011, allez-vous donner la double nationalité aux Congolais de la diaspora? Absolument, sauf pour les pays limitrophes. Donc la double nationalité sera acceptée pour tout le monde, sauf pour les pays limitrophes, en attendant que nous puissions arranger notre administration et notre police de frontières. Parce que nous risquons d'avoir un pays de potoirs, passoires, et par manque d'administration. Et nous ne serons pas les premiers dans ces domaines. L'Amérique reconnaît la double nationalité, sauf au Mexique. Parce que si ils reconnaissent aux Mexicains, c'est tout le Mexique qui va se déverser dans les États-Unis d'Amérique. Donc on ne dira pas que j'ai été discriminatoire vis-à-vis de qui que ce soit. Beaucoup de Congolais de la diaspora ne connaissent pas comment vous avez commencé votre carrière politique. Est-ce que vous pouvez me donner une brève description de comment vous avez commencé, comment vous avez évolué dans la politique? J'ai commencé la politique exactement en 82-83. Nous étions des réactionnaires au niveau de l'université de Kinshasa. Nous étions ces étudiants qui descendaient chez Etienne Tshisekedi, chez Ngalula Mpandangila, pour aller soutenir nos 13 parlementaires qui avaient eu le courage de dire non à Mobutu dans un système où personne ne pouvait lever son petit doigt. Nous avons été ces étudiants qui avaient été arrêtés et qui avaient proposé au maréchal Mobutu de recréer l'inspection générale des finances pour que le contrôle soit fait et la sanction soit rétablie dans notre pays. Et c'était à l'occasion de la crise de l'économie zaïroise. Il y avait un forum organisé à l'université de Kinshasa dans la salle de promotion, et j'avais pris la parole. C'est à ce moment-là que j'avais énoncé ma théorie de la locomotive, et j'avais été soutenu en cela par mon ami Jean-Lissier Boussa et d'autres collègues de l'époque. Et donc j'étais déjà dans la politique active, et quand j'ai fini, j'avais bien dit à mes amis que moi je ne ferais pas la carrière dans une banque ou dans une société. Je vais travailler dans les cabinets ministériels, et je briguerai le poste de ministre et je monterai plus haut parce que je voudrais servir mon pays. Et donc en 87, quand j'ai terminé, directement j'ai été nommé coordonnateur de la cellule d'études de la planification de l'enseignement supérieur universitaire au cabinet du ministre Lombeya Bosongo Likundelio, ministre de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique de l'époque. Par la suite, j'ai été conseiller économique et financier du ministre Mouchobekwa de Mines et Énergie, conseiller économique du vice-premier ministre Nzandabwana Kalemba, conseiller économique et financier du ministre de Mines Mouchobekwa, conseiller financier du ministre de PTT, directeur des cabinets d'enseignement supérieur universitaire. La liste est longue, j'ai fait même le ministère de la Reconstruction et d'autres ministères. Et donc j'ai été en même temps aussi assistant à l'université de Kinshasa pendant 10 ans à la faculté des sciences économiques. J'ai été en ma qualité de directeur de cabinet à la base de la création du département de gestion à l'UPEN, aujourd'hui université pédagogique
de Ngaliema, de l'UPEN. J'ai enseigné les cours de comptabilité en première année pour la première et la deuxième promotion. Et j'ai été à l'arrivée de l'AFDEL chômeur, donc je n'avais pas de travail. Mais j'avais vu un général Kaloumé, à la télévision en train d'expliquer les projets du service national. Et comme j'avais fait l'économie rurale, je suis allé lui prêter main forte dans la réflexion grâce à mon ami Kadjouba, le colonel Kadjouba, paix à son âme, qui avait été sauvagement et lâchement assassiné par les ennemis de la paix et de la démocratie. Et donc, Kaloumé m'a pris comme consultant. Après 2 semaines, j'étais directeur au service national. Nous avons monté le projet de Kanyama-Kassese. J'ai suivi la formation paramilitaire à Kanyama-Kassese. Donc, faites attention. Je suis un militaire. Et nous avons donc été à la défense de notre pays à l'aéroport d'Ndjili. Le 2 août 1998, quelques jours après, nous étions à l'aéroport. Et c'est là que je vais connaître Joseph Kabila pour la première fois. Il était nommé chef d'état-major général de l'armée et Kaloum son adjoint, et moi j'étais le seul civil à l'aéroport d'Ndjili. Civil entre guillemets, puisque j'ai quand même la formation paramilitaire. Et donc j'ai été par la suite dans les négociations du processus de paix de Lusaka. J'ai été nommé par M. Laurent Désiré Kabila, commissaire général adjoint du gouvernement chargé des relations avec la MONUC. Et à ce titre, j'ai négocié aussi plusieurs accords, notamment avec mon titulaire Ntouaremba de l'époque, le commissaire général, le plan des engagements de Kampala, l'accord de Lusaka. Et puis, après l'assassinat sauvage de M. Laurent Désiré Kabila, dont nous regrettons la mort toujours jusqu'à ce jour, j'ai été invité par Joseph Kabila et j'ai été nommé commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix. Et dans ce cadre-là, avec les autres collègues, nous avons obtenu l'accord avec le Rwanda le 6 septembre 2001 et le 30 septembre 2001, l'accord de Luanda avec l'Ouganda. Et après, nous avons négocié avec les Congolais et nous avons eu le 17 décembre 2002 l'accord global inclusif. Le 30 juin 2003, c'est la mise en œuvre de l'accord global inclusif. Je suis nommé ministre de l'Information. Le 4 juillet 2004, le président de la République me demande de m'occuper du PPRD comme secrétaire général. Et le PPRD gagne les élections. Kabila lui-même gagne les élections. Le 28 décembre 2006, je suis élu président de l'Assemblée nationale. Le 9 janvier 2007, je fais mon discours d'investiture et je promets au peuple congolais que je vais utiliser la méthode de Monseigneur Mosengo à l'époque, aujourd'hui cardinal, où je vais mettre l'église au milieu du village. Je vais permettre et à l'opposition et à la majorité de s'exprimer dans cet amphithéâtre, c'est ce que j'avais fait. Et je vais faire le contrôle parlementaire, je vais réhabiliter les députés dans sa dignité en tant qu'élu du peuple, et je vais redorer le blason de l'Assemblée nationale longtemps terni, qui doit cesser d'être la caisse de résonance